Bonjour à tous, mon invité ce matin est l'un des 17 députés de la France insoumise. Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, ce matin, en Conseil des ministres, le gouvernement va examiner le projet de loi d'urgence économique et sociale. Est-ce que c'est une victoire des Gilets jaunes, une victoire de la mobilisation sociale ? La victoire, en tout cas, est dans le changement de tonalité, parce que vous vous souvenez qu'au début, le gouvernement ne voulait absolument pas entendre en raison sur le fait qu'il faille effectivement répondre aux revendications des Gilets jaunes. On a d'abord eu une première séquence qui consistait à dire si les Gilets jaunes manifestent contre la hausse des taxes sur les carburants, c'est qu'ils ne sont pas soucieux de la question climatique. Puis on a vu se faire la jonction avec les marches climat et les mots d'ordre écologistes infusés dans la mobilisation des Gilets jaunes, donc ça n'a pas fonctionné. Ensuite, deuxième séquence, suite à quelques débordements qu'on a beaucoup vus, c'est vrai, place de l'Étoile, mais qui ne sont pas représentatifs du mouvement dans son ensemble, on a dit c'est un mouvement violent, restez chez vous. Ça n'a pas fonctionné non plus, il y a eu des mobilisations pacifiques partout. Et enfin, dernière séquence, on a eu par quelques membres du gouvernement la récupération politique de l'odieux attentat de Strasbourg pour dire le contexte étant celui-ci, restez chez vous. Moi je le dis, les injonctions hors sol sans réponse politique à ne pas manifester ne peuvent pas fonctionner. Il faut une réponse politique. Alors, vous me posez la question de savoir si ces propositions sont à la hauteur. Si elles sont une réponse, au fond. Elles sont une réponse dans la mesure où Emmanuel Macron a été contraint et forcé de s'adresser aux Français. Mais je pense qu'il a plusieurs trains de retard. Et d'abord qu'il n'a pas vu ce qui était le fil conducteur, le fil rouge, j'ai envie de dire, des revendications des Gilets jaunes. C'est la justice fiscale. Alors on va en parler, et en la matière, Emmanuel Macron, d'ailleurs on peut regarder ses mesures dans le détail, aucune de ces mesures, les 5, ne permet de mettre à contribution ceux qui ont le plus. Monsieur Macron, en fait, se dresse, lors de son allocution télévisuelle, se dresse comme le rempart entre cette France des Gilets jaunes et celle des riches dont il est le président. Voilà, il fait rempart entre les deux. C'est son rôle dans le moment. En tout cas, c'est celui qu'il s'attribue. Alors vous êtes député, vous allez devoir examiner ce projet de loi. D'ailleurs, vous entamez, on se le disait en coulisses tout à l'heure, un marathon pour tous les députés de 48 heures, puisque le gouvernement veut avoir fait adopter ce texte à l'Assemblée et au Sénat avant vendredi. Ça veut dire 2 nuits blanches déjà en perspective. Est-ce que c'est toujours bon à prendre ce projet de loi? Est-ce que, comme je sais pas, Maurice Thorez en 36, vous diriez il faut savoir arrêter une grève, un mouvement social? Non mais là, si vous voulez, le projet de loi en tant que tel, on va voir ce qui va sortir du Conseil des ministres, mais on a vu l'allocution du président de la République, renonce à répondre à la revendication majeure en matière de justice fiscale. D'accord, mais est-ce que c'est déjà un premier pas? Est-ce que vous pourriez le voter? Mais on ne peut pas voter un texte qui prévoit, par exemple, d'augmenter, de permettre les heures supplémentaires défiscalisées quand on a un contexte de pénurie d'activités créées dans ce pays. Vous devez noter que vous avez un emploi non pourvu en équivalent temps plein pour 40 chômeurs. Et l'OFCE nous dit que les heures défiscalisées supplémentaires, défiscalisées, désocialisées, d'ici à 2022, ça va détruire potentiellement 50 000 emplois. Partager le travail, mais évidemment, rajouter des heures sup évidemment, à des salariés. Regardons rapidement sur le SMIC, par exemple. Tout le monde a bien noté désormais que Emmanuel Macron n'a pas parlé de hausse du SMIC. Il a dit textuellement le salaire d'un salarié au SMIC augmentera de 100 euros. Et puis tout le monde a vu. C'est pas le SMIC finalement. Tout le monde a vu l'entourloupe, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est l'augmentation de la prime d'activité qui, vous le savez, est extrêmement conditionnée, pour laquelle il faut faire des démarches administratives pour pouvoir l'obtenir, et qui est surtout fonction, y compris des revenus du conjoint. Alors, si les Françaises et les Français ont entendu de la part de M. Macron qu'ils allaient gagner 100 euros de plus dès le mois de janvier, clairement, c'est une illusion. Mais est-ce que, Adrien Quatennens, est-ce que ça vous choque finalement qu'on ne donne pas la prime à un salarié au SMIC dont le conjoint fait de lui l'un des 10% des ménages plus riches français? Vous posez une vraie question, parce que notamment il y a la question de la place des femmes et des revenus des femmes. Exactement. C'est-à-dire que c'est en fonction du revenu du conjoint. Et donc, moi, honnêtement, je ne suis pas satisfait de cette histoire-là. Surtout que je vais vous dire une chose. Vous voulez 100 euros pour tous les gens qui sont au SMIC? Moi, je veux une augmentation du SMIC réel. Pourquoi? Parce que la prime d'activité, c'est une philosophie particulière qui consiste à dire, vous avez des salaires bas, c'est pas grave. On ne mène pas la bataille de la répartition des richesses dans l'entreprise. Restez en emploi avec votre bas salaire et l'État va compenser par la prime d'activité. Moi, je ne suis pas d'accord. Le SMIC et le niveau des salaires, c'est la question de la répartition de la valeur ajoutée dans l'entreprise. Et vous savez que la valeur ajoutée dans l'entreprise, elle a complètement été, celle qui va vers les salaires, a complètement diminué depuis les années 80. Donc pour moi, la question de l'augmentation réelle du SMIC est la véritable question posée. Comment vous feriez si vous étiez au pouvoir? Vous décideriez donc de l'augmentation du SMIC. On a entendu Jean-Luc Mélenchon ce week-end au grand jury dire que peut-être 1 350 euros ou un peu plus. Comment on finance ça? Est-ce que c'est à l'État de baisser ses charges sociales ou est-ce que c'est aux employeurs de faire un effort? Bon, d'abord, il faut dire une chose, c'est qu'on a un véritable problème
sur la progressivité de l'impôt, sur la justice fiscale. C'est-à-dire que ce que nous disent les Françaises et les Français qui mettent un gilet jaune, certains commentateurs disent qu'il y a un ras-le-bol fiscal, comme si finalement il fallait moins d'impôts pour tout le monde. Moins d'impôts et moins de dépenses. Et moins d'impôts pour tout le monde, sauf que les personnes qui se mobilisent nous disent une chose, nous on veut bien payer de l'impôt, mais on veut que l'impôt soit juste, c'est-à-dire à proportion des revenus, et c'est pas nous qui allons porter tout l'effort sur notre dos, et surtout, quand on paye de l'impôt, on a envie qu'il y ait un retour en termes de services publics. Or aujourd'hui, vous le voyez, la politique d'austérité budgétaire menée partout sous injonction de Bruxelles fait que tout le monde voit disparaître certains services publics de proximité. Donc on a un problème de consentement à l'impôt. Ensuite, il y a la question de la progressivité. Vous diriez que l'État n'est pas efficace aujourd'hui. Mais je dirais surtout qu'il y a un problème de progressivité de l'impôt. C'est-à-dire que, je résume à grands traits, aujourd'hui nous avons 5 tranches d'impôt sur le revenu. Ce qui fait que tout l'effort fiscal pèse sur les contribuables les plus modestes. On va les appeler la classe moyenne. Les français ne payent pas l'impôt sur le revenu. Eh bien moi, je vais vous dire, Christophe Jacubizine, je suis pour que tout le monde paie dès le premier euro. Ça va être compliqué de dire aux Français qui ne payent pas aujourd'hui l'impôt sur le revenu, vous allez le payer demain. Vous allez voir pourquoi. Non, parce que ce serait une contribution symbolique qui serait véritablement fonction de leurs revenus. Et en passant d'un système à 5 tranches comme aujourd'hui, qui concentre tout l'effort sur la classe moyenne, avec le système à 14 tranches que nous proposons par exemple. On avait 14 tranches avant. Bien évidemment. Et nous avions pendant la campagne, peut-être vous vous en souvenez, mis en ligne un simulateur fiscal. Avec ce système à 14 tranches qui répartit, qui lisse l'effort entre tous. Eh bien, toutes celles et ceux, Christophe Jacubizine, qui gagnent moins de 4 000 € par mois, et vous savez comme moi que ça fait beaucoup de monde dans ce pays, paierait moins d'impôts. Voilà ce qu'il faut faire. C'est-à-dire une juste contribution. De la même manière, je mets ça au pot, vous en ferez ce que vous voudrez, la TVA. La TVA, qui est l'impôt le plus injuste, qui fait que vous soyez très riche ou que vous ayez des revenus très modestes, vous payez le même impôt. Ne peut-on pas imaginer un système qui d'ailleurs pourrait être équilibré financièrement, qui ferait que pour les produits de luxe, on aurait une TVA exceptionnelle, par exemple le taux précédent de 33%, et que pour tous les produits de première nécessité, on allège l'effort fiscal pour celles et ceux qui sont dans le besoin. Voilà des mesures de justice fiscale, et sur ce point, Emmanuel Macron n'est absolument pas au rendez-vous. Alors c'est clair, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Comment on fait pour augmenter le SMIC? Est-ce que c'est aux entreprises de faire l'effort, d'augmenter leur salaire, ou est-ce que c'est à l'État de compenser? C'est la question de la répartition de la valeur ajoutée dans l'entreprise. Christophe Jacubizine, vous devez noter que depuis 20 ans, ici en France, les dividendes ont explosé. Ils ont augmenté de plus 200%. Dans le même temps, savez-vous de combien le salaire moyen a augmenté? Seulement 14%. On voit donc bien ce qui se passe. Il y a un partage différent de la valeur ajoutée qu'il y a 20 ans. Il y a une prédation, il faut le dire, et ce n'est pas de l'idéologie de le dire. Il y a une prédation du capital sur le travail qui n'est pas tolérable. Et je vais vous dire, l'augmentation des salaires. J'entends certains me dire, ça sera un problème pour l'économie. Non, ça n'est pas vrai. Vous savez comme moi... Dans une économie ouverte, ça peut être un problème. Non. On va nous dire, les entreprises, au lieu d'investir en France et de créer des emplois en France, elles vont aller ailleurs. Elles le font déjà, mais elles le feront encore plus. Vous savez qu'il y a énormément d'activités, de TPE, de PME, qui ne sont pas délocalisables. Pensez vraiment que le petit coiffeur, le petit restaurateur du coin, il va déménager parce qu'il y aurait une hausse des salaires? La vérité, c'est quoi, monsieur Jacubizine? C'est que si les gens ont un meilleur salaire, et en plus, quand c'est des bas revenus, des gens à qui vous augmentez le SMIC, ils vont consommer. Et moi, je suis convaincu que le principal problème que nous avons, et ce qui est bon pour les entreprises, c'est pas d'avoir des exonérations fiscales comme leur fait monsieur Macron, sans rien leur demander en contrepartie, c'est d'avoir des carnets de commandes remplis. Et pour remplir les carnets de commandes, il faut que la consommation populaire puisse redémarrer. Et moi, j'y ajoute quelque chose. Je voudrais qu'elle puisse redémarrer sur d'autres bases qu'une compétition généralisée qui fait que c'est toujours le moins-disant social, celui qui fait le moins cher qui l'emporte. On a besoin, y compris en matière climatique, de permettre une consommation populaire qui s'oriente vers, par exemple, une meilleure alimentation, une meilleure consommation, plus juste, plus raisonnable. Bref, on a des leviers pour faire autre chose que de demander au pays de se lever, pour faire cette compétition absurde des uns contre les autres, où finalement on voit qu'il n'y a même plus de sens à l'activité économique réellement. C'est un problème. Emmanuel Macron devrait considérer le moment, non pas comme une menace, mais comme une opportunité. Il a eu plusieurs injonctions à changer de cap, Emmanuel Macron. Dernièrement, par exemple, la démission de Nicolas Hulot sur un motif profondément politique qui consiste à dire si la toile de fond reste la même, on n'y arrivera pas. Il a eu une occasion formidable. Pourquoi ne la saisit-il pas? Plutôt que de considérer le mouvement des Gilets jaunes comme un énième conflit social, en se disant que peut-être, comme ses prédécesseurs, cette fois, c'est son tour. Il devrait véritablement se dire il y a urgence à changer de cap. Mais Adrien Quatennens, est-ce que vous avez un modèle dans le monde où ça fonctionne, effectivement, de se dire on casse cette compétition internationale et on augmente les salaires et le pouvoir d'achat? Nous n'avons pas de modèle. Nous pouvons avoir ça et là, en observant ce que font certains, des sources d'inspiration, mais nous n'avons pas de modèle. Je pose la question pour savoir si ça peut fonctionner dans un pays tout seul. En ce sens qu'il n'y a pas de modèle qu'on puisse calquer directement sur la France. Moi, je suis sûr d'une chose, y compris quand on regarde la situation aujourd'hui en Europe. Il y a une dislocation en cours
qui est le fait de ces politiques libérales. C'est-à-dire qu'il faudrait bien se rappeler, notamment quand Emmanuel Macron déplore le Brexit, que ça ne tombe pas comme la pluie qui tombe du ciel. Il y a des causes profondes et que les politiques libérales qui sont menées sont en train de rendre l'Union européenne détestable aux yeux des peuples. Moi, je pense qu'il y a urgence à ce que la chaîne rompe quelque part, mais une rupture qui soit salutaire. Et je pense que la position de la France en Europe et dans le monde et les ressources dont elle dispose lui permettraient de faire autre chose. Et vous savez, pas pour s'isoler, comme certains le proposent, pas pour mener une politique avec chauvinisme en disant c'est nous et puis on fait tout seul. Parce que bien évidemment que face aux défis auxquels nous sommes confrontés, il faut de la coopération. Mais aujourd'hui, vous voyez bien, ce n'est pas la coopération qui domine, c'est la compétition entre tous. Et moi, je suis convaincu que si la France choisit d'autres trajectoires, beaucoup de pays, à commencer par des pays de l'Union européenne, pourraient décider de la suivre. Enfin, on pourrait faire plus intelligent que tout ce qui se trame sous nos yeux. Et c'est ça qui est frustrant. Vous pensez qu'on est suffisamment gros comme pays pour imposer un autre modèle de développement? Mais vous savez comme moi que ce que fait la France est regardé dans le monde entier. Peut-être moins aujourd'hui qu'hier quand même. Ça c'est un problème par ailleurs. Et c'est sûrement le fait de dirigeants qui ont trop souvent renoncé. Mais moi je suis persuadé que le pays des droits de l'homme, le pays qui a inventé la sécurité sociale est toujours regardé de très près et que ce qu'il pourrait faire, notamment en matière de bifurcation pour faire face au changement climatique, pourrait être mis en partage. Voilà, le problème aujourd'hui c'est que s'il fallait résumer notamment à grands traits la construction européenne, plutôt que l'Europe de nos rêves, de la coopération entre les peuples qui devait amener la paix, on a quoi? On a une Union européenne où les pays ne sont pas harmonieux socialement, pas harmonieux fiscalement. On a empaqueté tout ça entre des traités qui interdisent l'harmonisation sociale et fiscale. Et on a dit, faites-vous la compétition que le meilleur gagne. Vous voyez à quoi ça produit? C'est toujours le moins-disant social, le moins-disant environnemental qui l'emporte. Et au final, on voit le résultat, y compris dans les urnes. Alors il y a une aspiration aussi chez les Gilets jaunes et chez les Français à ce qu'on leur donne plus la parole. Il y a cette idée du référendum d'initiative citoyenne qui a été portée par beaucoup. Est-ce que, j'imagine que vous soutenez évidemment cette initiative, est-ce qu'il faudrait l'encadrer? Est-ce qu'il y aurait des seuils de déclenchement? Est-ce qu'il faut un nombre minimum de citoyens? Et est-ce qu'il y a des questions taboues sur lesquelles on ne pourrait pas interroger les citoyens? Bon, d'abord, je veux dire une chose. On a beaucoup parlé récemment, dans la séquence des Gilets jaunes, de récupération politique. Vous savez, dès qu'un politique touche la question des Gilets jaunes et propose une issue, tout de suite, s'il est en plateau avec un gilet jaune, le commentateur dit aux gilets jaunes, allez, dites-le aux politiques. Vous avez tellement habitué les politiques à faire de la récupération qu'on a une suspicion. Mais comme vous êtes fin analyste, vous avez pu remarquer quelque chose. C'est que les propositions qui sont formulées par les gilets jaunes, le 80% d'entre elles se trouvaient déjà, par exemple, dans le programme de la France Insoumise. Enfin, le Rassemblement National dit la même chose. Mais moi je le dis, mais moi je le prouve. C'est-à-dire qu'à l'heure où je vous parle... Il y a plein de programmes différents des Gilets jaunes. Il y a autant de ronds-points que de programmes. Très bien, mais quand même, il y a du fil à plomb et un fil rouge là-dedans. Et moi, je vais vous dire une chose. À l'heure où on se parle, chacun peut vérifier sur Internet. On a fait le comparatif. On a toutes les revendications des Gilets jaunes. On a les propositions du programme L'Avenir en commun, dont vous savez qu'il précédait la crise des Gilets jaunes. Et on a même, je vais vous le dire, le travail parlementaire fait depuis 18 mois, parce que pour beaucoup des propositions des Gilets jaunes, elles ont été présentées à l'Assemblée par nos députés. Cela étant dit, moi je me satisfais de voir, non pas que les gens se revendiquent de telle étiquette ou viennent vers la France Insoumise. Ils le font pas d'ailleurs, Non, mais par contre, ce que nous pouvons, ce qui peut nous satisfaire, c'est de voir que des mots d'ordre que nous avions mis en circulation pendant la présidentielle sont largement repris. Alors le référendum, et de ce point de vue, s'il y avait récupération politique, cette idée-là, par exemple, vous savez qu'on l'a présentée lors de l'élection présidentielle. Aujourd'hui, il faut 4,5 millions de citoyens français pour solliciter un référendum d'initiative populaire. Est-ce qu'il faut abaisser le seuil ou est-ce qu'il faut carrément le supprimer? Alors nous avons hier formulé une proposition de loi en cohérence avec notre programme, puisque je vous l'ai dit, on le proposait déjà. D'ailleurs, cette proposition de loi, nous la mettons en débat sur le site internet, c'est-à-dire celles et ceux, y compris Gilets jaunes et tous les autres qui voudraient contribuer le pourraient. Nous, on fixe une base en termes de seuil. On voudrait que ce soit pour le référendum qui permet de proposer ou d'abroger une loi, on voudrait qu'il y ait un seuil de 2% du corps électoral. Ça représente à peu près 900 000 personnes. D'accord ? J'ai lu que les Gilets jaunes proposaient 700 000, on n'est pas très loin. Et ensuite, nous, on voudrait ajouter autre chose. Ouais. En plus de la capacité à proposer ou à abroger une loi, nous voudrions ajouter le référendum révocatoire que nous avions défendu pour la présidentielle. Pour n'importe quel élu ? Pour tous les élus, du conseiller municipal au président de la République, y compris votre humble serviteur. L'objectif étant le suivant, non pas de dégager les élus comme je peux l'entendre, parce que nous avons besoin de conjuguer à la fois la stabilité des institutions et la capacité d'intervention populaire. Vous n'avez pas peur de créer une sorte d'instabilité politique? Non, je vais vous dire pourquoi. Moi, je suis à peu près persuadé, et peut-être vous êtes convaincu du contraire, mais moi j'en suis sûr que le fait simplement que ce référendum révocatoire existe, le simple fait qu'il soit une hypothèse, va être en mesure d'obliger les élus. Mais en pression les élus. Évidemment, parce que par ailleurs, le référendum révocatoire, s'il devait se tenir, c'est-à-dire que si on a le nombre de signatures nécessaires
au fait qu'il soit déclenché, pourrait permettre que pour la fin de son mandat, l'élu soit en quelque sorte relégitimé. Ça ne veut pas dire systématiquement dehors, ça veut dire stop ou encore, et pour que ce soit encore, il vaut mieux se souvenir effectivement qu'on ne se représente pas soi-même, mais on représente bien le peuple qui nous a élus. Adrien Quatennens, ce référendum législatif, est-ce que par exemple ça ne vous fait pas peur si on te propose de reproposer la peine de mort et si on fait un référendum d'initiative citoyenne? C'est pas dangereux quand même d'ouvrir cette boîte de Pandore? Mais on peut considérer que le débat démocratique est dangereux, Christophe Jacques. Non, mais je vous demande, vous êtes d'accord pour faire un référendum sur la peine de mort? Quand vous voyez le mirage... Avec le risque, je le dis, mais... que ce soit le rétablissement. Bon, moi d'abord, il y a un certain nombre de choses pour lesquelles je milite pour que ça soit inscrit dans la Constitution de manière à ce que, entre guillemets, ça soit au-dessus de la loi. Donc tout ne serait par exemple, sur des droits nouveaux, pour pas qu'on puisse revenir sur certains droits. Par exemple. Est-ce que ça peut faire l'objet d'un référendum d'initiative citoyenne? Moi, honnêtement, je pense que ce serait pas une bonne idée. Mais je vais vous dire une chose. Si toutefois... le peuple français voulait soumettre certains sujets à référendum, il faut qu'on puisse avoir le débat démocratique et la discussion. Vous savez, la démocratie ne tranche pas qui a raison, qui a tort. Il y a le débat démocratique argumenté. Moi, je suis assez confiant là-dessus. Et sur tout ce qui est nouveau droit, notamment, je pense par exemple au mariage pour tous, etc. Nous sommes à l'avortement. Nous sommes par exemple pour rendre ça constitutionnel, le mettre dans la Constitution. Parce que hier, Alexis Corbière disait le mariage pour tous, on pourrait le soumettre à référendum si les Français le veulent. Non, mais il n'a pas dit que nous voudrions le soumettre. Mais si... Écoutez, en tout cas, il faut être convaincu de notre capacité à argumenter et à convaincre. Voilà ce que je veux dire. Et puis surtout, encore une fois, il faut se rappeler d'une chose, c'est que le peuple est souverain. Et donc, il ne faut pas avoir peur du débat, il ne faut pas le craindre. Mais bien évidemment, nous, par ailleurs, et notamment en matière de nouveaux droits, comme vous le dites, nous sommes pour les rendre constitutionnels, notamment pour que ne soit plus discuté, notamment quand on voit ce qui se passe sur le sujet de l'avortement, qui est souvent remis en cause. On voit ce qui se passe dans d'autres pays. Ça n'est pas tolérable, évidemment. Alors, Jean-Luc Mélenchon était plutôt pendant le conflit pour la dissolution de l'Assemblée. On a entendu Ruffin proposer, lui, la démission du président. Alors, il n'a pas dit qu'il demandait la démission, il a dit qu'on lui disait de demander la démission. Écoutez-le. Mais c'est lui, le président de la République, qui depuis 18 mois déchire la République. C'est lui qui, avec son arrogance, déchire la France. C'est lui qui met notre pays à feu et à sang. Macron démission, c'est le mot d'ordre entonné partout. Macron démission, c'est proclamé en chœur sur tous les ronds-points. Macron démission, c'est inscrit au feutre sur des milliers de gilets. Macron démission, c'est réclamé par des pétitions. Cette exigence de notre peuple, c'est mon mandat, c'est ma mission. Je viens la relayer ici devant l'Élysée. C'est mon mandat, c'est ma mission, je viens le relayer devant l'Élysée. Vous êtes d'accord avec lui? Il faut demander la démission du président comme il l'a fait? Et vous aurez bien écouté comme moi la séquence venait de diffuser. François Ruffin dit... je me fais le relais de ce que j'ai entendu sur les ronds-points, vous savez. Mais il dit c'est ma mission et mon mandat de relayer cette parole, il le dit. Mais relayer cette parole, évidemment que c'est notre mission. C'est-à-dire que le rôle du parlementaire est bien de partir du terrain et de ce qu'il entend auprès de nos concitoyens et de le faire remonter, de le traduire dans la loi. Je vais même vous dire une chose, souvent la présence des parlementaires, quels qu'ils soient, dans ces mobilisations, sont plutôt d'ailleurs une garantie de bon ordre. C'est-à-dire que cette colère populaire qui existe puisse trouver une issue politique, puisse être modérée. François, comme la plupart des députés du groupe, y contribuent. C'est ça que nous devons faire. C'est-à-dire qu'il faut proposer une issue politique positive. Et vous savez que généralement, l'implication, y compris des parlementaires de la France insoumise dans ces sujets, le permet. Donc cette colère populaire, ce n'est pas nous qui l'injectons dans le pays, ni qui l'attisons. Nous prenons acte de cette colère et nous essayons de lui formuler une issue politique positive. Est-ce que vous voulez la canaliser, l'orienter ou pas? C'est pas votre mission. Mais moi, je vous dis tout de suite une chose. Comme j'entends que il paraît que l'extrême droite tirerait les marrons du feu, moi je mets en garde. C'est que dans ce pays, on le sait, il y a une véritable arnaque. C'est-à-dire que qui peut croire raisonnablement que Madame Le Pen, qui s'offusque de la hausse du SMIC, qui n'en veut pas, qui a dit récemment qu'elle y était défavorable, va mener la bataille pour une meilleure répartition des richesses, va mener la bataille pour de meilleurs revenus, va mener la bataille pour la justice fiscale. Donc je mets en garde la plupart des Françaises et des Français qui seraient tentés de voter pour le Rassemblement national. C'est la période des fêtes de fin d'année. Je sais qu'il y a beaucoup d'arnaques. Celle-ci en est une. Alors comment vous expliquez, Adrien Quatennens, que les différents sondages, où il y a eu celui de la semaine dernière sur les européennes, où finalement vous n'êtes crédité que plus que de 11%, il y a eu celle du JDD dimanche, où on voit que si on refaisait le match de 2017, Jean-Luc Mélenchon n'aurait plus 19%, mais 12%. Ça vous paraît pas curieux d'ailleurs de voir quand même 13, que dans la période particulière que nous vivons, Emmanuel Macron serait davantage plébiscité? Moi, ça m'interroge. Alors, comme vous, je regarde les sondages avec beaucoup d'intérêt. Oui, avec distance, mais en même temps, on sait que ce sont également des outils quand même assez fiables de mesure de l'opinion.
outil assez fiable quand le même jour, le même organisme de sondage nous sonde 2 fois avec 2 scores différents. Honnêtement, je m'interroge. Il y avait 2% d'écart. Après, je ne nie pas que ça peut signifier certaines tendances. Que par exemple, la révolte Gilets jaunes ne profite pas vraiment pour l'instant aux Insoumis. Je viens de vous en parler, et c'est un problème dans la mesure où je considère que beaucoup se font arnaquer, y compris, vous savez, sur la martingale de l'immigration que Marine Le Pen met sans cesse en circulation. Moi, quand j'écoute la place de l'immigration dans le débat, y compris la manière dont l'entreprend Marine Le Pen, c'est un peu, vous savez, comme la déconnexion entre la bulle spéculative et l'économie réelle. C'est-à-dire, vous avez plein de gens dans ce pays qui, dans des zones rurales notamment, n'ont jamais vu un migrant de leur vie, peut-être n'en verront jamais, mais qui sont véritablement et sincèrement paniqués parce qu'on leur dit qu'il y aurait une vague de submersion migratoire, qui n'est pas le cas. Or, ça fonctionne comme un épouvantail. Pendant qu'on dit aux gens, mêlez-vous de l'immigré, eh bien, on ne s'occupe pas des revenus qui n'augmentent pas, du niveau de vie, voilà, de la vie chère. Voilà ce qu'il convient de dire. Donc ne vous faites pas arnaquer par celles et ceux qui veulent orienter votre colère vers un rabougrissement général qui n'est pas à la hauteur de ce que peut faire notre grand pays. Voilà ce que je dis. Merci beaucoup Adrien Quatennens d'avoir été notre invité. On retrouve tout de suite Pascal de la Tour du Pin. 8h50 et on va aller du côté de l'Elysée retrouver Alice